Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième table ronde de la journée. Je suis Elsa Landard, je suis journaliste et la modératrice de cette table ronde. On va parler d'adaptation, comment les territoires s'adaptent face aux risques climatiques. C'est une grande question à laquelle le gouvernement a tenté d'apporter une réponse il y a 2 semaines en dévoilant le plan national d'adaptation au changement climatique qui était déjà annoncé en 2023 et qui vient donc de sortir. 52 mesures pour mieux anticiper les risques, adapter les activités humaines, assurer la résilience des territoires et protéger les Français face au réchauffement climatique et donc à l'intensification des risques que l'on connaît déjà, la sécheresse, les inondations, l'érosion côtière, les méga-feux, les canicules, etc. Mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Quelle stratégie adopter? Avec quels outils et quels moyens? On va en parler tout de suite avec nos trois intervenants. Et je vous préviens, on va essayer de garder quelques temps à la fin pour vos questions. Donc voilà, si vous avez des questions, notez-les bien dans un coin. Vous pourrez les poser. Mathieu Kaiser, bonjour. Vous êtes Bonjour. adjoint au maire de Biarritz à l'environnement, la biodiversité et l'économie sociale et solidaire. Ça. C'est ça. Patrick Le Châtelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional Sud-Ouest chez AXA France. Et enfin, Erwan Lebronec, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez OnePoint en charge de la zone Sud-Ouest. Donc OnePoint, vous allez nous expliquer, mais c'est un cabinet de services et de conseils sur la transformation numérique et la transformation environnementale. Mathieu Kaiser, je vais commencer par vous. Biarritz, c'est une ville qui est particulièrement exposée aux risques climatiques, notamment à la montée des eaux et l'érosion côtière. Le recul du trait de côte, c'est un sujet très important et c'est aussi la 4e mesure du plan d'adaptation. Protéger la population des conséquences du recul du trait de côte en repensant l'aménagement des territoires exposés. Je vous lis que le titre. Concrètement, qu'est-ce que ça représente à Biarritz, cette réalité, et quelle stratégie, quelle politique vous menez à ce sujet? Alors, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que ça représente à Biarritz, la montée des eaux et le risque côtier? Un peu tout. On a juste un palace 5 étoiles, un casino, 2-3 maisons qui valent un petit peu dessous, juste en haut des falaises ou directement posées sur la plage. Donc c'est des risques qui sont très importants en termes économiques et deux, des risques très concrets dans le sens où aujourd'hui, tous les hivers, on est obligé de protéger ces édifices. L'hôtel du Palais, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, il y a certaines photos lors de grandes tempêtes où les vagues passent au-dessus du toit. Donc ça fait 4 étages, voilà, avec des hauteurs sous plafond que vous pouvez imaginer. Mais le casino qui doit être protégé par des sacs de sable. On mettait à l'époque, il y a encore 10 ans, qu'une seule rangée de sacs de sable. C'est des gros sacs de sable d'1 tonne chacun. Aujourd'hui, on est obligé d'en mettre 2, voire 3, suivant l'intensité des tempêtes. Ils ont déjà été détruits une première fois et une deuxième. Donc aujourd'hui, l'érosion est moins importante à cet endroit-là parce qu'on a choisi, nous, une démarche active, la ville de Biarritz, contre justement ces effets d'érosion à ces endroits stratégiques pour protéger les bâtiments. D'autres endroits comme la Côte des Basques, qui est une des grandes plages du sud de la ville, qui aujourd'hui est entièrement refaite et bétonnée et remis avec des éléments naturels pour aussi essayer de pallier à cette érosion. La stratégie aujourd'hui à Biarritz est active. D'autres villes comme Bidart, qui est la ville collée à nous plus au sud, a choisi pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont totalement légitimes aussi, de laisser le trait de côte avancer. Ils n'ont pas les mêmes enjeux non plus parce que nous on a ces bâtiments qui sont classés, qui représentent une économie assez importante pour la ville. Donc eux ils ont choisi le retrait et de laisser faire la nature, ce qui est tout à fait entendable aussi. Là, nous, ça représente quand même un investissement qui est de plusieurs millions rien que pour la Côte des Basques et de plusieurs centaines de milliers d'euros pour protéger les bâtiments et édifices actuels de la ville.
7 millions d'euros, je crois, sur le mandat 2020-2026, c'est ça ce que j'ai lu? Alors ça, c'est ce qui appartient juste à la ville, mais l'État met aussi de l'argent. On a des aides de l'État qui nous accompagnent pour la Côte des Basques, parce que en fait, le budget est triplé par rapport à ce que nous, ville, on met aujourd'hui pour conforter cette falaise sur plus de 600 mètres et sur une hauteur qui représente, je crois, 35 mètres de haut. De mémoire, avec voilà, une restructuration complète de cette partie-là de la ville, qui, je l'espère, sera jolie, en plus de défendre les intérêts, soit des particuliers, soit les intérêts de la ville. Et ce que vous dites, c'est que la ville voisine Bidart a choisi une stratégie totalement différente, mais qu'elle est tout aussi légitime. Donc ça veut dire que la stratégie de tout tenter et de lutter contre la nature, vous n'êtes pas sûr finalement que ce soit la bonne ou En fait, aujourd'hui, on hérite de ce qu'on a. Donc, on a un palace qui est ce qu'il est, 5 étoiles, magnifique. Je vous invite à aller le voir, c'est très joli. Sauf que, voilà, il y a 50 ans, on aurait su ce qui allait arriver. On savait déjà, j'imagine, mais dans cette amplitude, est-ce qu'on aurait réinvesti, on aurait laissé une société réinvestir sur un palace, mettre des millions d'euros, y compris la ville, hein, parce qu'on est toujours propriétaire de ce palace. Est-ce qu'on aurait laissé ces économies se remettre en place, sachant très bien que de toute façon, d'ici 30 à 40 ans, voilà, cet hôtel est en péril majeur. Le casino de la même manière, les édifices vous pensez de la que vous ne ville. pourrez pas lutter indéfiniment quoi. En tout cas, par exemple, pour le casino, qui est à peine 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y a de fortes chances que ce soit très très compliqué. Oui. À moins de mettre un mur devant le casino, je pense que ça va être d'ici quelques années très compliqué. Des investisseurs aujourd'hui continuent à investir, la preuve pour l'hôtel du Palais, puisqu'il a été racheté il y a 5 ans. Je pense qu'ils auront le temps de revenir sur leurs frais. Maintenant, se posera la question d'ici quelques dizaines d'années de savoir ce qu'il faudra faire de ces enjeux. Et sur les falaises, aujourd'hui, on ne peut plus construire. Alors les falaises de la Côte des Basques, on ne peut plus rien construire, on est juste en train de conforter pour essayer. Et ça n'a jamais été le cas, on ne pouvait pas construire à cet endroit-là, même si dans les années 70, il y a un hôtel, un bâtiment qui a été construit pour conforter la falaise et rentabiliser pour l'investisseur le mouvement. Aujourd'hui, on ne fera plus de construction d'habitation à cet endroit-là. Ce n'est que du confortement structurel. Les maisons qui seraient concernées sont tout en haut de la côte des Basques et en retrait. Donc voilà, on a un peu plus de temps. Maintenant, combien, ça, je ne sais pas. Patrick Le Châtelier, la place des assurances dans l'adaptation au changement climatique, elle est centrale. C'est aussi la deuxième mesure du plan d'adaptation, de moderniser le système assurantiel, puisqu'on évidemment plus de risques, plus d'indemnisation. Avant de parler de l'aspect financier qui pose de vraies questions, je voudrais vous demander comment vous voyez la place de l'assurance et comment vous voyez ce changement peut-être de posture, de position. L'assureur, il est vu encore beaucoup, me semble-t-il, ou nous semble-t-il, comme celui qui intervient post-sinistre. Mais on voit, et comme vous le dites, hein, avec l'augmentation de la fréquence des sinistres, avec l'augmentation de l'impact des sinistres, on voit bien que cette intervention post-sinistre, en fait, elle ne suffit plus, elle ne va plus suffire. Et donc le sujet qui est en train d'émerger extrêmement fort chez nous, c'est le sujet de la prévention. Et c'est un sujet qui devient majeur pour nous et pour nos équipes. Et donc, ça va se traduire, ou en tout cas, ce qu'on en attend finalement, c'est quoi? C'est de réduire l'impact des sinistres, qui sont en train d'augmenter, évidemment. Et puis, ça va nous permettre aussi, et c'est ce qu'on cherche bien sûr, de continuer à assurer la totalité de nos clients particuliers et professionnels. Entreprises, on pourra en reparler, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la condition de la pérennité de l'assurabilité des risques, ce sujet de la prévention. Ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on forme nos agents et nos équipes sur ce sujet de la prévention, à la fois pour qu'ils aient ce discours de prévention auprès de chacune et chacun d'entre nous, qu'on soit particulier, professionnel, entreprise ou collectivité locale, et puis surtout leur donner aussi les capacités d'identifier et d'analyser des risques et d'apporter évidemment des conseils et des solutions à nos clients pour pouvoir s'en prémunir. Et puis peut-être, je ne sais pas si on a le temps de parler d'un exemple assez concret, me semble-t-il, en termes de prévention. C'est ce que nous avons pu vivre
pour ceux qui sont dans la région sur l'année 2022 avec l'épisode de grêle qui a traversé Médoc jusqu'en Dordogne. Et on a eu sur cet épisode-là un peu plus de 60 000 sinistres déclarés en fait en quelques heures. La prévention nous aurait à l'époque sans doute bien mieux aidé et aurait pu limiter le nombre de sinistres. Et quand on parle de prévention sur ces sujets-là, ça peut paraître extrêmement basique, ce que je vais dire, mais malgré tout, c'est ce qui fait que ces sujets que ces thématiques, ces questions de bon sens font en sorte qu'on peut limiter vraiment l'impact. C'est quoi? C'est typiquement les questions qu'on va poser à nos clients entrepreneurs, par exemple, lorsqu'on va vouloir, lorsqu'ils vont nous demander à être assurés. On va leur poser la question de leur bâtiment. Est-ce que votre bâtiment est sujet au vent violent ou pas? Est-ce que votre toiture est en bon état? Est-ce que vos gouttières sont nettoyées régulièrement? Est-ce que vous avez des actifs à forte valeur qui sont présents à l'extérieur, qu'il faudrait éventuellement mettre à l'abri pendant un épisode des grêles? Bref, des questions, vous voyez, plutôt très simples, mais qui permettent à notre client de prendre conscience du risque et, le moment venu, de mettre en place les actions de prévention lorsque l'alerte arrive. Donc vous demandez à vos clients vous faites des actions de prévention pour que eux aussi puissent mieux s'équiper pour prévenir ces risques-là. Est-ce que vous leur demandez aussi une démarche vertueuse du coup pour l'environnement? Une démarche vertueuse pour l'environnement. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est quoi? C'est que ce que vous me dites me fait penser à la garantie verte que nous venons d'inclure dans la totalité de nos contrats d'assurance, notamment habitation. Le principe, c'est quoi? Vous savez que le principe de l'assurance, lorsqu'un sinistre se réalise, c'est que nous indemnisons la reconstruction à l'identique du bien qui a été sinistré. Et ça pose un problème que vous voyez, j'imagine, assez vite, c'est que lorsque vous avez, par exemple, une cave inondée dans laquelle votre chauffage au fioul, votre système de chauffage, merci, au fioul est abîmé et doit être changé, on va en règle générale aller sur un remplacement à l'identique. Et là, ce qu'on fait avec cette garantie verte inscrite dans tous les contrats, c'est permettre aux clients qui le souhaitent d'investir dans autre chose, par exemple une pompe à chaleur, qui sera peut-être effectivement un peu plus chère à l'achat. Et dans ce cadre-là, AXA va participer à hauteur de 50% du surcoût pour nos clients. Et donc dans ce cadre-là, oui, on accompagne la transition vers un monde avec une action environnementale positive dans ce cadre-là, par exemple. Pour ceux qui le souhaitent. Mais pour ceux qui le souhaitent. Obligatoire. Oui. Erwan Lebronec, donc avec OnePoint, vous avez développé un outil qui s'appelle Provoli. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est une plateforme de visualisation qui croise plusieurs données, c'est ça? Tout à fait. Alors expliquez-nous. En fait, on veut vraiment agir sur le territoire et être capable. Notre job, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition, dans leur transformation. Donc on a beaucoup parlé d'atténuation carbone, c'est bien, il faut continuer à faire de l'atténuation, mais aujourd'hui on est passé dans des étapes où le risque il est avéré, où les problèmes climatiques, on est présent dessus, et il y a plusieurs façons pour réagir. On peut attendre, subir, et après on compte sur les assureurs ou les pouvoirs publics pour venir aider les entreprises à se relever. On peut travailler à résilience, donc considérer qu'il va se passer quelque chose et tout prévoir pour rebondir, ou après on peut aller s'adapter. Et s'adapter, ça nécessite de se transformer, ça nécessite d'évoluer, ça nécessite de bouger. Et la première étape pour penser à s'adapter, c'est de prendre conscience. Donc on développe des outils et des solutions qui permettent de donner aux entreprises ou aux collectivités les moyens de voir les risques auxquels elles sont exposées. Et ces risques-là, ça permet de faire de la sensibilisation, ça permet de diffuser l'information comme quoi aujourd'hui on est dans le dur sur le risque climatique, il y a besoin de faire quelque chose. Et donc nos outils, en plus du conseil qu'on est capable d'apporter, permettent de sensibiliser. Les gros acteurs aujourd'hui du marché, les grosses entreprises du CAC 40, font ce qu'il faut. Du moins, elles avancent dessus, elles ont déjà développé leur transformation, développé l'adaptation. Mais les plus petites structures du territoire, aujourd'hui, ne sont pas prêtes. Souvent, elles n'ont pas l'information, elles n'ont pas la conscience qu'il faut faire quelque chose. Et donc, il faut aller les atteindre.
Et donc, concrètement, quelles données, d'où viennent les données que vous leur présentez et de quoi elles peuvent prendre conscience en regardant cette Alors, plateforme? on leur donne la possibilité d'avoir conscience des risques climatiques auxquels elles sont exposées et surtout d'utiliser des scénarios prédictifs qui permettent de dire, dans un cas d'augmentation du territoire de plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 degrés, ça change tous les jours, ça augmente tous les jours avec les nouveaux scénarios, voilà comment va se comporter le territoire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et en fonction de la façon dont va se comporter le territoire, si on regarde le monde de l'agri-agro, il y a des transformations démentielles à engendrer. Déjà, toute la partie viticulture sur la Gironde et sur l'Aquitaine commence déjà à bouger, il commence à arracher, on commence à avoir des problèmes de production, des problèmes de maladie. Eh ben, il faut agir. Donc on a besoin d'essayer de faire le maximum de prévisions pour être capable demain de dire une entreprise qui est à tel endroit du territoire, voilà les risques auxquels elles sont exposées. Et il faut travailler tout de suite sur les nouveaux scénarios d'adaptation et dire peut-être que la viticulture, cette zone-là, il faut l'abandonner, aller chercher d'autres types de cultures. Et chercher des sujets peut-être plus exotiques à ramener sur le territoire pour maintenir de la rentabilité. Et cet outil Provoli, là, il est à disposition de qui aujourd'hui? Il est sur le site Infraclimat, c'est ça, depuis 2024 Alors tout à fait, on a eu un partenariat avec Fédération nationale des travaux publics pour mettre à disposition des collectivités un outil qui leur permet de visualiser les risques sur toutes les infrastructures, des communes et des territoires, bref, en fonction des collectivités qui veulent l'utiliser. C'est un premier pied, ça permet vraiment de donner cette information gratuitement aux collectivités pour qu'elles prennent conscience des risques auxquels elles sont exposées. Pour les entreprises, aujourd'hui, on a développé le même type de solution dans lequel on est capable, pour un SIRET, une entreprise donnée, de lui donner les infos sur les risques auxquels elle est exposée. Et ça, on cherche aujourd'hui des acteurs, des clusters ou des hubs qui nous permettent d'avoir accès directement aux plus petites entreprises, donc des conseillers bancaires ou des assureurs qui ont directement accès à des portefeuilles pro ou entreprises, pour leur donner l'outil et qu'elles puissent elles-mêmes conseiller leurs propres clients pour leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez aussi monté un lab régénératif territorial. Donc vous êtes en train, ou en tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche de Tout à l'heure, quand j'ai parlé de on subit, il y a la résilience, il y a l'adaptation, l'étape encore d'après, c'est d'aller vers le régénératif. C'est d'être capable de passer la dernière étape et dire on va essayer d'avoir un impact positif sur la nature et sur l'environnement. Et donc pour ça, il faut vraiment retravailler en profondeur les modèles business des entreprises pour être capable de, tout en conservant un modèle économique viable. Donc l'idée, c'est pas de couper toute notion de rentabilité, c'est parler argent, parler économie, parler business, c'est quelque chose qui est important pour une entreprise, mais de transformer son modèle pour qu'à terme, elle ait un impact positif sur la nature. Et donc pour faire ça, on a recruté un certain nombre d'acteurs du territoire pour monter un lab régénératif dans lequel on travaille avec différents experts de différents domaines et différents domaines de compétences pour travailler sur les futurs modèles business par secteur d'activité et voir comment on peut développer des modèles qu'on rendra libres après et qu'on pourra distribuer largement pour que les entreprises aient quelque chose sur quoi s'appuyer pour se transformer. Patrick Le Châtelier, comment vous accompagnez les entreprises? Quels outils vous leur mettez à disposition? J'ai écouté attentivement ce que vous disiez. Et en fait, l'agent général d'assurance, ce que nous attendons de lui avec ce qui est en train de se passer, les formations que nous lui donnons sur le sujet de la prévention, c'est qu'il devienne finalement le risque manager de proximité, du pro, et de la petite entreprise. Où là, effectivement, on vous dit très bien, les grandes entreprises, on a tout ce qu'il faut, on a des équipes formées là-dessus. Et donc, l'agent général, il est vraiment au cœur du territoire. Ils sont plus de 3000 en France. Et donc, ils peuvent apporter vraiment ce conseil de proximité avec les outils que vous évoquez. On a aussi quelques outils de notre côté qui sont développés par AXA Climate, notre filiale qui travaille beaucoup sur le sujet. Je pense à l'un d'entre eux, Wildfire, qui nous a été très utile en 2022, quand on a eu les feux en Gironde. Cet outil-là, qui combine à la fois intelligence artificielle et images satellitaires, envoie à l'agent général en temps réel la progression en temps réel du feu versus la situation de tous ses clients. Et donc l'agent était en capacité de prévenir ou d'alimenter son client là-dessus. Donc ça, c'est quand le sinistre et quand la crise est là. Et en amont, ce type d'outil permet aussi, mais comme vous dites, d'évaluer ma situation. Voilà où est mon entreprise. Voici les risques auxquels je suis confronté. Et donc typiquement sur les feux de forêt, est-ce que
Est-ce que je dois débroussailler ou pas? Encore une fois, ça paraît basique, mais c'est du bon sens, mais c'est pas toujours fait. Donc est-ce que je dois débroussailler ou pas? Et en cas de feu, ici, là ou là, combien de temps le feu mettrait à atteindre mon entreprise? Donc c'est vrai que la technologie est en train aussi de prendre une place extrêmement importante auprès de nous tous, hein, à la fois en prévention et en projection des risques. Mathieu Kaiser, quel regard vous portez, vous, sur les outils de technologie comme ça? Parce qu'une fois qu'on a pris conscience, est-ce que donc ça peut servir à prendre conscience, mais est-ce que ça change vraiment à Biarritz, vous avez conscience du risque, mais pour l'instant, ça ne change pas forcément votre action? Alors, nous, ça nous la change depuis très longtemps parce qu'on a des outils aussi aujourd'hui de prévention de vagues de submersion, de qualité des eaux de baignade qui existent depuis maintenant près de 15 ans. On a renforcé ces outils avec une société qui s'appelle Rivage Protec. Ça porte bien son nom, qui est justement le fait de nous aider à prévenir des risques de vagues de submersion et de qualité des eaux de baignade. C'est pas le même objectif final, c'est plutôt, mais en tout cas celui de vagues de submersion nous permet aujourd'hui de protéger nos bâtiments, de savoir quelle sera l'intensité des forces de frappe des vagues, parce qu'on peut avoir une très grosse tempête mais qui n'a aucun impact, et une petite tempête mais finalement avec les marées, les sens de courant et de vent auront un impact beaucoup plus fort. Donc ça c'est nous, villes, qui l'avons mis en place. Donc les outils d'innovation voilà, existent. On est très friand de ça. Bon, après, c'est mon métier aujourd'hui d'aller chercher ce genre de technologie sur tout ce qui peut tourner autour de ça. Mais l'idée d'avoir cette prévention du risque, effectivement, et je vous rejoins là-dessus, c'est fondamental. On ne sait pas si demain, ça c'est pas moi qui l'invente non plus, c'était un grand patron d'AXA qui disait que le monde sera peut-être pas assurable en 2050. Je suis désolé de le ressortir, mais comme j'ai été chez AXA, je peux me permettre. L'idée étant de savoir si effectivement demain nos bâtiments, nous en tant que ville, on va devoir porter ou pas la responsabilité de reconstruire nos bâtiments si jamais on n'est plus couvert ou si jamais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour protéger ces bâtiments. Aujourd'hui, on fait le maximum en termes techniques, en termes de prévention et en termes d'innovation. Mais inévitablement, on sera confronté de manière assez rapide et de manière certaine à un aboutissement de ces sinistres qui fera que la ville sera peut-être en charge un jour de refaire ses bâtiments, reconstruire ses bâtiments de manière complètement autonome. Et peut-être pas au même endroit, du coup, peut-être Alors, reconstruire un casino qui est classé au bâtiment de France à un autre endroit dans Biarritz, sachant le prix du foncier, enfin bref, ça pose plein de questions. J'aimerais pas être là en tant qu'élu, en tout cas. Ça pose plein de questions, mais peut-être qu'elles vont se poser à un moment. Parce que si on reconstruit exactement au même endroit avec les mêmes risques. C'est absolument certain. La question va se poser, elle se pose déjà. Et comme je vous dis, il y a 50 ans, on aurait su ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui va se passer. Je pense que c'était déjà le cas, je répète. Mais on est aujourd'hui face à l'obstacle qui est de plus en plus haut et de plus en plus important. En tant qu'élu, et là c'est juste l'élu qui parle, ça va être extrêmement challengeant de répondre à toutes ces questions, parce que c'est extrêmement politique évidemment, mais c'est aussi choisir pour les 50 prochaines années minimum, quoi. Donc aujourd'hui, on a de la prévention, on a des innovations, et advienne que pourra, quoi. Il y a une question qui est très actuelle, et vous en avez un petit peu parlé, c'est la question de l'assurabilité des territoires. À Biarritz, vous avez quelques moyens, comme beaucoup de communes en France, encore de pouvoir payer les assurances. Mais les coûts des assurances ont explosé. Pour les collectivités, il y a certaines communes, 1500 en France, qui se retrouvent sans assurance là, en 2025, depuis janvier 2025, car elles n'ont pas les moyens de se payer des assurances. Certaines zones, comme en Outre-mer, voient les assureurs se désengager parce qu'il y a trop de risques climatiques. En face de ça, alors, on a un plan national d'adaptation qui propose des mesures, qui propose des moyens, mais visiblement pas assez de moyens. En tout cas, c'est ce que déplore le Haut Conseil pour le climat. Donc on se demande finalement qui va payer et si les collectivités, les territoires sont assez équipés financièrement pour faire face aux risques. Donc vous avez un peu commencé à répondre à cette question, Mathieu Kaiser, mais comment vous voyez, vous, l'avenir pour Biarritz? Est-ce que Biarritz un jour ne sera plus assurable et qui va payer?
Alors, on fait partie de l'Association nationale des élus du littoral, qui statue d'ailleurs cet après-midi à Paris sur ces sujets-là. On cherche à avoir, dans le plan qui est proposé par l'État, à avoir le maximum d'aide. Alors, pas pour Biarritz pour l'instant, parce qu'on est, comme je vous dis, on a déjà un peu pris d'avance, ou en tout cas, on a un peu anticipé ce genre de choses et on est très actif vis-à-vis de ce sujet. Mais il y a énormément de communes en France métropolitaine ou outre-mer qui sont concernées par les risques, qui ne sont plus effectivement assurables et qui sont aujourd'hui et demain déjà exposées à ce genre de problématiques. L'idée, ou en tout cas la volonté de cette association, c'est de faire porter auprès de l'État une aide qui soit avec un zéro de plus minimum pour aider les collectivités. On est sur déjà quelques milliards, mais ça va clairement aller de plus en plus fort. On est face à déjà des situations désespérées, et j'en parle très, très ouvertement et très franchement, puisque j'ai déjà vu ces maires dans les réunions quasiment s'effondrer en larmes en disant qu'ils ne savaient plus quoi faire pour sauver juste leur commune, qui sont souvent des communes juste de 600 habitants, mais qui sont en front de mer. Alors là, moi je parle que de l'océan, mais effectivement, il y a plein d'autres sujets environnementaux qui viendront à nous. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je n'ai pas envie de plomber l'ambiance non plus, mais c'est juste que on est vraiment confronté à ces sujets-là. Patrick Le Châtelier, quelles solutions peuvent apporter les assurances? Parce qu'on comprend une hausse des tarifs, plus de risques, plus d'indemnisation. Mais là, ce que voient les collectivités, ce que voient même les Français, les entreprises, c'est on est toujours plus exposés, ce n'est pas de notre faute. On n'a pas les moyens. Et d'autant plus que le contexte économique n'est pas forcément favorable. Et les assurances deviennent hors de prix. Et en plus, soit dit en passant, on voit aussi qu'elles se font des profits. Donc c'est un peu ça que remarquent les Français, les entreprises, les collectivités aussi aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir de l'assurance? Alors, on pourra y passer des heures. Je vais essayer d'être court et synthétique. Premier élément, et qui je pense est important de rappeler, c'est quelques chiffres sur le coût des événements climatiques. Il y a eu un article qui est passé il n'y a pas longtemps dans les Échos. Dans les années 80, c'était 1 milliard par an. Dans les années 2015 à 2018-2020, c'était autour de 3 milliards par an. Et là, 2024, 10 milliards. Donc oui, effectivement, on est en train de vivre une période, et la période où les événements augmentent en fréquence, en impact, je le redis, mais c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que l'assurance, elle fonctionne elle fonctionne avec la mutualisation du risque. Et donc, quand le risque augmente et quand les coûts des sinistres augmentent, eh bien, il faut trouver le juste prix. Donc oui, effectivement, sur les dernières années, les tarifs ont augmenté parce que les sinistres et parce que les coûts des sinistres ont augmenté. Pour mettre ça sous contrôle autant que faire se peut, c'est la prévention. J'en ai pas mal parlé, je ne vais pas y revenir, mais on a beaucoup, on investit, j'ai envie de dire, autant sur le sujet d'indemnisation que sur les sujets de prévention maintenant. Et c'est ce qui, d'après nous, doit nous permettre de continuer à assurer nos concitoyens et nos entrepreneurs. Après, on parlait du littoral. C'est vrai que le trait de côte, vous en parliez tout à l'heure. En fait, oui, c'est plus un risque assurable finalement, parce que de toute façon, de façon certaine, il va disparaître. Et là, ça appelle ça me fait parler d'un deuxième sujet qui est primordial, c'est que lorsque le système par mutualisation ne peut plus fonctionner parce que le risque est trop important ou se réalise trop souvent avec un impact trop fort, alors effectivement, le fonctionnement public-privé doit prendre le relais. Et on est connu en France pour avoir un système qui fonctionne très bien, le système CatNat, donc catastrophe naturelle, qui a d'ailleurs, vous l'avez vu, subi une augmentation là en cette année parce qu'on arrivait au bout du système, ou en tout cas les moyens qui étaient prévus dans le système CatNat commençaient à être un petit peu courts. Et donc, vous l'avez vu, effectivement, on a tous, chacune et chacun des Français ont reçu en moyenne 6% d'augmentation sur leur contrat d'habitation pour alimenter ce système CatNat, mais qui permet, on l'a vu à Saint-Omer, on l'a vu dans le Nord, on l'a vu dans l'Ouest, on l'a vu, nous, avec les épisodes de grêle en 2022, de prendre la suite de l'assureur lorsque l'impact est trop fort et trop élevé. Donc la prévention, le système CatNat, le juste prix, oui, à nous aussi de travailler le juste prix
On regarde le volume des sinistres, le coût des sinistres, et on essaye, alors ça aussi c'est important peut-être à partager, ce qu'on fait depuis plusieurs années, et vous l'avez dit, hein, c'est une augmentation des tarifs régulière, mais on veut absolument éviter le coup de chaud, le coup du tiens là on va doubler parce qu'on a eu une année horrible. Donc on essaye de lisser l'augmentation des tarifs. Après, vous parliez des collectivités locales, je peux en dire un mot. On assure en Nouvelle-Aquitaine un peu plus de, quasiment 450 communes sur les 4500. Donc je veux dire, on prend notre part. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec un maire en début d'après-midi ici sur le salon. Donc, ça fonctionne. Vous parliez des 1500 communes sur les 35 000. Il y a deux problèmes principaux qui ont eu lieu là, sur les dernières années. Le premier, c'est que nous avons deux confrères qui sont très présents, qui sont majoritaires sur cette assurance-là, et qui ont plutôt eu tendance soit à ne pas augmenter leurs tarifs, soit même à les baisser sur les 20 dernières années, versus ce qu'on a pu faire, ce qu'ils ont pu faire, ou ce qu'on a pu faire nous avec les entrepreneurs, à plutôt les augmenter effectivement de façon régulière. Et là, on se retrouve effectivement dans une position avec une explosion des coûts et des sinistres, donc un effet ciseau sur des primes qui ont été plutôt stables pour les collectivités locales en moyenne, et une augmentation extrêmement forte des sinistres. Et donc ça, c'est un sujet qui a été bien identifié. Effectivement, nos confrères ont été amenés, dans certains cas, à devoir doubler ou même à résilier le contrat. Ça reste rare, hein, quand même. Néanmoins, oui, ça a existé. Donc il y a des échanges en ce moment avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions sur ce premier problème-là. Le deuxième souci que nous avons, et là c'est plutôt sur les communes importantes. Donc au-delà de 10 000 habitants, la commune doit faire un appel d'offres. Et donc là, on est soumis aux règles des marchés publics. Et là, en tant qu'assureur, on a un problème important, c'est que on a dans la description des appels d'offres une description assez sommaire des biens à assurer, et on est dans l'incapacité ou en grande difficulté pour effectuer des visites de risque. Et j'en parlais un petit peu en début de table ronde. La visite de risque, c'est ce qui nous permet d'évaluer le plus finement possible le risque, et donc d'ajuster aussi le tarif en conséquence. Et puis d'avoir un échange sur éventuellement les franchises, éventuellement est-ce qu'il faut assurer ou pas ce bien-là et comment et à quelle hauteur. Donc tout ce travail-là est extrêmement compliqué, voire impossible à faire pour les communes importantes. Et donc ça aussi, c'est un problème qui a été clairement identifié avec les pouvoirs publics et sur lesquels on est en train de travailler, je dis on, notamment la France Assureur, notre fédération, pour trouver des solutions. Mais on est plutôt confiant dans la capacité à trouver des solutions. Mais encore une fois, il va falloir échanger, travailler ensemble avec les pouvoirs publics, avec les collectivités locales, et je reviens là-dessus, passer du temps sur l'analyse du risque, l'évaluation du risque et la façon dont on peut y répondre collectivement. C'est vraiment un travail collectif. Erwan Le Brenec, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Comment vous voyez l'avenir de l'adaptation Alors oui, je veux bien ajouter, c'est qu'on parle beaucoup du risque climatique sur une ville ou une entreprise, sans forcément prendre en compte la notion de risque sur l'écosystème. Je suis une entreprise, j'ai des clients, j'ai des fournisseurs. Si mes clients ou mes fournisseurs s'effondrent, mon entreprise, même si elle ne subit pas de risque climatique, même s'il ne se passe rien, elle peut tomber aussi. Et même niveau vis-à-vis des employés aussi. Là, on a vu dans le Nord les inondations, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale qui arrivent derrière. Donc il y a un risque fort sur la population qui subit des risques à titre personnel et qui forcément ne peut plus venir travailler ou met aussi en danger sa propre entreprise par défaut de motivation, défaut d'envie, défaut même d'avoir accès au travail. Et donc dans les risques qu'on a aujourd'hui, il faut prendre des risques d'entreprise, certes, mais on essaye aussi, nous, de notre côté, de travailler sur les risques écosystèmes et voir si je suis un industriel, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'énergie. Si demain, j'ai plus accès à l'eau parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans les nappes phréatiques, comment je fais pour faire fonctionner mon entreprise? Et donc c'est le deuxième niveau de risque qui vient après le fait de s'assurer que l'entreprise en elle-même est couverte. C'est s'assurer que l'écosystème est aussi couvert par les risques, ou en tout cas qu'on peut compenser un risque écosystémique. Un dernier mot et après on va... Peut-être en complément sur ce point-là, ou peut-être même deux, ça me fait penser à deux choses. La première sur les événements qui ont été de Saint-Omer notamment, ou la grêle qu'on a pu vivre. Ce qu'on est amené à faire, nous assureurs, et on apprend tous les jours, et on a mis en place un système, notamment après la grêle en 2022, qui s'appelle Climagir,
qui à la fois alerte en amont, donc c'est ce que vous disiez notamment avec tous les systèmes météo, et c'est là où vous recevez un SMS qui vous dit attention, il peut y avoir un épisode de grêle important, donc ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, et c'est dans l'accompagnement de l'indemnisation et du sinistre, où là on met en place aussi de façon assez rapide avec des cellules de crise du soutien aux populations, que ce soit de façon très simple, et je peux peut-être en prendre 2 ou 3 exemples. Vous savez qu'à partir d'un certain montant de sinistre, on fait appel à un expert. Donc ce qu'on est en capacité de faire dans ces cellules de crise et sur des événements de ce type-là, c'est de dire, OK, expert, c'est à partir de 5 000, très bien. Pour cet épisode-là, on décide que c'est à partir de 10 000, parce que sinon, on va passer trop de temps, nos clients aussi, et on va les laisser en difficulté. Donc c'est un certain nombre de décisions de ce type-là. On a monté un fonds d'aide effectivement pour les sinistrés d'1 million d'euros, je pense à Saint-Omer, pour venir en aide à ceux qui ont eu un sinistre tellement important, un problème de relogement, et qui sont en difficulté financière profonde. Voilà, on a des systèmes d'aide de ce type-là. Et puis, je voudrais aussi rebondir sur les collectivités locales. On a mis un système en place qui s'appelle Ma Commune en Action pour les communes de moins de 10 000 habitants et pour accompagner les maires dans la transition climatique. Pourquoi le maire d'une grande commune comme vous, Mathieu, 25, y a des 25 000 équipes. habitants, hein, c'est pas non plus. Non, mais je veux dire, il y a des équipes techniques, il y a des personnels qui ont le temps de travailler sur le sujet. Dans les mairies de moins de 10 000 habitants, il y a souvent le maire, une ou un secrétaire de mairie, et puis éventuellement un adjoint. Et donc là, cet outil Ma Commune Action permet au maire à la fois de se former sur le changement climatique, à la fois l'aide à faire son plan communal de sauvegarde, qui est rendu obligatoire par la loi, mais qui doit lui permettre de décrire de façon assez simple à la fois les risques auxquels il est soumis et à la fois ce qu'il doit mettre en œuvre lorsque le risque réalise pour accompagner sa population, qui sur le relogement, qui sur l'alerte, etc., etc., etc. Et donc ça aussi, c'est une action extrêmement importante pour tout ce qui va nous arriver dans les années à venir, parce que même si on continue à essayer d'atténuer, forcément on sait qu'on est en train de vivre un changement un peu fort. Mathieu Kaiser, un dernier mot? Ou alors je passe aux questions? Non, On passe aux questions? Aux questions, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a encore quelques... Enfin, dans la salle. Dans l'assemblée. On a encore quelques minutes. Ah, il y en a une là-bas. Je vais venir avec le micro. Bonjour. C'est une question pour Monsieur Kaiser, notamment savoir est-ce que le nombre d'acheteurs sur Biarritz a diminué et est-ce que les gens ont conscience des risques d'habiter sur la commune de Biarritz? Alors, très bonne question. Est-ce que le nombre d'acheteurs a diminué? Alors oui, un peu en ce moment, mais je ne pense pas que ce soit dû à l'action des risques liés au phénomène climatique, mais plutôt à la conjoncture actuelle financière et on va dire, au retour de manivelle post-Covid. On est en 2025 la ville la plus agréable à vivre en France. Désolé, je fais la pub, mais c'est juste ça a été annoncé, donc voilà. Et c'est pas de la pub. Tout va bien, il y a assez de monde à Biarritz. L'idée étant, est-ce qu'ils sont conscients? Oui, malheureusement, ils sont très conscients, et en plus de ça, ils l'achètent très cher. Donc c'est assez hallucinant de voir. Quand même. Comment? Mais ils le font. Ils le font quand même. C'est quand même assez hallucinant que les personnes qui en ont les moyens, parce que habiter à Biarritz aujourd'hui, c'est un vrai challenge si on n'a pas un certain niveau de vie. C'est d'ailleurs un des sujets du mandat. Mais voilà, est-ce qu'ils le font et est-ce qu'ils ont conscience des risques? On les prévient. Donc ça fait partie de la prévention, effectivement. Mais des gens qui veulent habiter vue mer sur une falaise qui va s'effondrer, et en plus on ne sait pas quand. Oui, ça s'est fait, pas plus tard que l'année dernière. Plusieurs millions d'euros pour une maison qui est effectivement magnifique, mais qui, il y a 15 ans, a vu son propriétaire, il était dans les toilettes et a ouvert la porte, et en fait, la falaise était tombée. Donc aujourd'hui, c'est la même maison qui a été vendue. On sait que le reste de la maison va partir. Il y a eu effectivement des confortements, parce que, comme on vous l'a dit, nous, on a choisi cette stratégie active de défense contre l'érosion naturelle. Mais oui, ils en sont conscients, et les gens qui en ont les moyens
se prévalent, on va dire, du risque. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est irrationnel dans le sens où on verra de toute façon, au pire, dans 15 ans, on n'aura plus de maison, mais on en aura profité, quoi. C'est une autre approche, en fait. Je peux comprendre, mais je ne cautionne pas dans le sens où c'est un vrai risque. Et aujourd'hui, nous, en tant que collectivité, on est obligé de faire face à des gens qui sont finalement un peu irresponsables, dans le sens où nous, collectivité, on va être obligé de conforter la falaise qui est en dessous pour être sûr que leur maison ne se casse pas la figure, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui changer un peu de paradigme, taper un peu plus de points sur la table et arrêter un peu les bêtises, quoi. Donc oui, et après vous dire de manière générale si la pression immobilière a baissé, pas trop, mais bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà. En tout cas, c'est pas lié au phénomène climatique. Une autre question ici. Oui, merci. Juste un élément de contexte à ma question. Je viens de Belgique. En 2021, sur un bassin versant de 200 000 habitants, il y a eu des inondations qui ont fait 39 morts. Aujourd'hui, le territoire est en reconstruction avec des moyens qui agissent sur les points durs de la gestion des eaux. Et ce qu'on constate, c'est que les moyens pour protéger ce territoire-là sont colossaux en termes budgétaires. Et si on veut protéger d'autres territoires de Belgique qui sont exposés au même type de risque, la facture chiffre très vite. Vous avez cité vous-même des chiffres très importants. Et donc moi, le stress test que j'ai envie de vous poser, c'est OK, les risques climatiques, je pense qu'ici, dans l'Assemblée, personne ne va dire qu'ils ne vont pas arriver. Mais si on n'a pas les moyens pour pouvoir se prémunir de l'ensemble des actions à mettre en place, qu'est-ce que vous avez envisagé ou qu'est-ce que vous conseillez ? Je sais pas. Qui veut répondre? Nicole. Ouais, c'est effectivement extrêmement vaste. Alors, je ne sais pas si c'est un élément de réponse, mais on a un sujet, on n'en a pas encore parlé, notamment bien connu en région sud-ouest, c'est la sécheresse. On en a parlé, plus qu'on est plus sur la sécheresse que sur l'inondation. Mais on a en prospective, on a effectivement la moitié, grosso modo, des maisons qui devraient subir un événement sécheresse et donc un événement de retrait-gonflement des argiles et donc fissures, etc. etc. C'est ce qu'on projette. Actuellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas la solution. Clairement, on n'a pas la solution. Par contre, on fait de la recherche. Et donc, le type de recherche qu'on peut faire là-dessus, c'est on a identifié une trentaine de maisons auprès de nos clients. Sur une quinzaine d'entre eux, on va tester des sujets de prévention avec eux, donc diagnostiquer leur situation et leur proposer des sujets de prévention qui seront pris en charge d'ailleurs par l'assureur. On ne va pas leur demander de prendre en charge ce sujet de prévention. Et pareil pour les réparations, on a différentes techniques, on va les mettre en œuvre et pendant 5 ans, on va regarder ce qui se passe, comment elles vivent dans le temps. Donc je suis désolé parce que c'est pas sur ce sujet d'inondation, mais sur le sujet sécheresse. Mais en tout cas, oui, on est en recherche là-dessus. Nous, assureurs, pour trouver les sujets pour identifier ce qui peut être fait en prévention. Après, on va avoir, vous le dites, le sujet de l'investissement, c'est qui va être en mesure de prendre en charge le coût de la prévention. Une maison, si on veut faire quelques actions de prévention sur une maison qui subit un risque sécheresse, et on va dire on va être entre 5 000 et 10 000 euros peut-être, notre client actuellement, très clairement, il n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas prêt à le faire parce que lui, il va se dire, et je le comprends, il va se dire je vais attendre le sinistre, je vais attendre la fissure, et quand elle est là, je vais appeler mon assureur, il y aura un sinistre, et il va prendre en charge la réparation. Donc il va falloir trouver un équilibre entre qui intervient et comment on investit collectivement sur la prévention, peut-être, et puis pour effectivement continuer à pouvoir assurer la totalité de nos concitoyens. Donc il y a encore un peu de travail. C'est ça qu'on retiendra. Mais on est dessus. Ce qui est important, je crois, c'est qu'on est dessus. On est dessus aussi avec les pouvoirs publics. Je reviens là-dessus parce que les sommes sont telles qu'à un moment donné, la puissance publique devra être présente aussi. Donc on le voit très bien avec la CatNat. Ça a évolué dans le bon sens. Le fonds Barnier, c'est bien. On est un tout petit peu, nous, on reste un tout petit peu sur notre fin quand même parce que 300 millions d'euros, c'est bien. Ouais. Mais c'est pas non plus voilà, ça va, on va pas aller très 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 loin. Mais il y a quand même ce plan d'adaptation qui est une vraie prise de conscience qui permet d'écrire les choses et qui est aussi un point de départ pour nous continuer à travailler avec eux. Donc il y a une prise de conscience, mais il manque les moyens qui vont avec.
C'est ça. Merci beaucoup à tous les trois, Mathieu Kaiser, Patrick Le Châtelier et Erwan Le Brenec. On va terminer cette table ronde puisque c'est l'heure et on est pile dans les temps. Tout de suite, il y a une autre discussion. Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans les métiers de la transition? Bonne journée à tous. Merci encore. Bonne journée. On peut applaudir. Merci.